Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité quand elle s'y prête, l'actualité, et une anecdote. Alors les anecdotes, leur rythme de publication n'est pas régulier. J'ignore donc exactement quand celle-ci sera diffusée, mais je tenais absolument à revenir sur cet épisode. Bah oui, une anecdote, hein, c'est un épisode vrai, en tout cas en ce qui me concerne. Je sais que pour beaucoup, elles sont un petit peu romancées. Et là, je réponds pas. Et là, il me dit, vous êtes bien les comédiens du spectacle. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. Oui, parce ça se trouve qu'aujourd'hui, les gens... vachement Là, tu mens, frère. Parce que... Alors, on entend, on lit beaucoup d'insanité et il y a beaucoup de sources d'agacement sur Internet. Il y en a une en ce moment, là, que vénère, vous savez, cette petite secte, là, dont le nom commence par un Z, là, les étés machin. Moi, j'ai la preuve. J'ai la preuve. Vous avez la preuve qu'il a porté plainte. Harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse, association de malfaiteurs. Qui est de contrecarrer n'importe quelle argumentation en demandant les sources, quelles sont tes sources, quelles sont vos sources. Voilà. Eh bien, j'ai une anecdote à vous raconter sur ce que m'a valu de citer mes sources. Épisode donc qui s'est déroulé il y a une vingtaine d'années. C'est une anecdote pro, ou plutôt qui n'a pas donné lieu à une collaboration professionnelle. Je sortais de Sciences Po, je sortais plutôt d'un 3e cycle à Sciences Po dans une thématique finalement de niche, hein, qui était la sociologie des organisations, et il y avait finalement assez peu de cabinets de conseil qui valorisaient cette niche-là. Alors bien sûr, certaines écoles ont un effet un peu phare, hein, ça fait un peu phare dans la nuit. Donc... Puis le vent et la boussole. Donc les employeurs sont sensibles au label Sciences Po, comme ils sont sensibles à un autre label, mais finalement, sur le plan du corpus scolaire, sur le plan du corpus idéologique ou intellectuel qui a été délivré, ma formation, beaucoup de cabinets de conseil, soit l'ignoraient, soit on avait une vague idée, mais ne la valorisaient pas dans leur grille, et finalement, assez peu de cabinets la mettaient en haut de leur recherche. Et c'était le cas de l'un de ces cabinets qui présentait donc du coup plusieurs intérêts pour moi. Premier intérêt, c'est qu'il était sensible à exactement mon DEA, ma formation, et donc apparemment ma valeur ajoutée. Secondo, il était de taille humaine, et j'avoue qu'à l'époque, l'idée de la branche française d'une multinationale m'attirait très peu. Hein, on parlait d'un cabinet de... quelques dizaines de personnes, moins de 50 je pense, peut-être même moins de 30, peut-être une vingtaine de personnes. Et troisièmement, le cabinet se trouvait à Paris, dans le quartier de la Madeleine, et ayant goûté à la fois Paris Intramuros et la périphérie, en école d'ingénieur, j'étais beaucoup plus sensible à l'éventuelle proposition d'un cabinet dans Paris qu'en dehors. Voilà. J'ai mobilisé un petit peu mon maigre réseau, j'ai fini par décrocher un entretien, je ne sais même plus comment à l'époque on faisait, il y avait pas les applications, il y avait peu de sites, on parle de 2003, quelque chose comme ça, 2003-2004. Bravo, vous êtes sur Internet. Il n'y avait peut-être même pas Monster, donc j'imagine que j'avais dû, par le secrétariat du DEA, peut-être arriver à faire déposer mon CV sur un bureau, je ne sais pas. L'entretien s'est déroulé en 2 étapes. La première, évidemment, il y a eu un certain discours autour de mon cursus, de mon parcours, enfin rien de très extraordinaire, donc j'étais pas brillant. Hein. Rappelez-vous que, vous l'ignorez peut-être, mais en tout cas, dans ma filière, je n'avais jamais bénéficié d'une préparation à l'entretien d'embauche. J'ignorais absolument comment ça se passait. J'espère pour vous, les enfants, que c'est différent à l'heure actuelle. Je sais qu'en école de commerce, vous y êtes préparés, assez mal, mais vous y êtes. Je le sais parce que j'ai ensuite, par la suite, écrit et donné des ateliers de préparation à l'entretien d'embauche pendant près de 10 ans. Donc je voyais bien, quelles que soient les filières, les lacunes, mais enfin, vous aviez quand même un embryon de quelque chose, moi je n'avais rien. Et dans mon entourage direct, personne ne savait vraiment gérer un entretien, et dans ma famille de petits fonctionnaires, et bien évidemment, aucune expérience non plus. Donc j'allais totalement à l'aveugle. La partie, on va dire, dossier scolaire, caractère, hobby, je n'ai manifestement pas été disqualifié là-dessus. Encore heureux, vous allez me dire, puisque à un moment... si les diplômes ne sont pas qualifiants, on ne convoque pas la personne, pistonné ou pas. Mais, quelles sont vos sources?
S'en est suivi une étude de cas, qui s'appelait pas étude de cas, qui s'appelait business case ou quelque chose comme ça, et d'une mise en situation chez le client. Parce qu'un consultant au siège est un consultant qui coûte et qui rapporte rien. Un consultant doit rapporter, un consultant doit être chez le client et faire des présentations. Donc, mise en situation d'une présentation, donc on ne m'avait jamais expliqué ni ce qu'était le conseil, ni ce qu'était un consultant, ni ce qu'était une présentation, ni rien, donc j'ai dû totalement improviser. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Et je me suis rapproché, je me suis référé à mon travail préparatoire. Bah oui, je préparais mes entretiens, et celui-ci étant très lié au DEA, j'avais fait un petit tableau dans lequel j'avais résumé les cours, les profs, les idées, et manifestement tout ce qui me semblait pouvoir être mobilisable. Je n'ai jamais autant sourcé un entretien, je n'ai jamais autant cité les auteurs auxquels je me référais, je n'ai jamais autant cité les experts. Et je me souviens à chaque citation me faire un petit pouce mental d'encouragement, un petit peu comme celui que je vous invite maintenant à mettre sous la vidéo pour fêter le retour des anecdotes. À chaque citation, à chaque référence, à chaque source que j'arrivais à citer en situation devant le jury qui se décomposait, enfin qui s'était réparti des rôles, eh bien dans ma tête, je me faisais un petit ding et je me mettais un petit encouragement. Et j'étais persuadé que chaque citation, chaque source me rapprochait du gros lot. Et évidemment, bah, j'avais le défaut, comme tous les nerveux, je n'étais pas timide, mais simplement dans une situation d'oral, de jury, a fortiori impréparé, on est trop nerveux, on est trop auto-centré, on ne fait pas assez attention aux réactions du jury. Et bien en fait, je ne remarquais pas qu'à chaque référence à mes cours, à mon corpus, à mes sources, à tout ce que vous voulez, et bien en fait, je les perdais. Et comme vous le savez si vous me connaissez, donc je n'ai pas embrassé cette carrière-là. Enfin, j'ai été consultant 2 ans, mais dans un autre secteur, pas du tout dans la réorganisation, et pas du tout dans le quartier de la Madeleine, et pas du tout à Paris. C'était sans doute l'entretien le plus frustrant de tous. Alors j'en ai réussi certains, j'en ai loupé d'autres, mais les réussites et les loupés s'expliquaient. En tout cas, j'avais toujours été capable plus ou moins de sentir à la fin si j'avais bien fait ou pas. Là, ça a été le plus antagoniste, au sens où jamais je n'avais l'impression d'avoir autant réussi, jamais je n'avais eu l'impression d'avoir autant réussi, et jamais je n'ai reçu un retour aussi à charge. En gros, la référence incessante à mes sources de l'époque m'avait disqualifié, c'était enfantin. J'ai compris par la suite qu'en réalité, dans les organes de décision, même j'ai eu la confirmation en politique par la suite, mais en tout cas, à un certain niveau de décision dans l'entreprise, la référence à la source est considérée comme puérile. Ça n'est pas mis en avant. Alors bien sûr, il faut être capable d'aller vérifier, il faut être capable d'avoir quelques références culturelles, mais la citation exacte de l'étude à chaque fois était vraiment le signe d'une forme de pucellerie intellectuelle et sociale, et ça ne s'est jamais démenti, et ceux qui s'y adonnent, hein, là, les ététis machins et leurs épigones, vous n'avez pas idée à quel point ça dépeint de vous l'image d'un improductif dans sa chambre, quoi. Et c'est très très bien, ça nous change d'avoir une source scientifique. Là où se crée la richesse, on ne cite pas ses sources, on en a, on peut avec plus ou moins, je dis bien avec plus ou moins de finesse, on peut s'y référer, mais la citation de source à laquelle naïvement je m'étais adonné de mon plein gré, pensant que ça qualifierait et que ça validerait ma prestation, m'a enterré, m'a disqualifié. En gros, plus je citais des gens qui pouvaient être mes profs, plus je montrais que je pouvais être leur élève, et plus je me jeunifiais. Enfin, j'étais déjà jeune, j'avais quoi, 2003, 25 ans, et plus je m'infantilisais. Voilà. Donc ma candidature a été jugée puérile, elle a été jugée non recevable. J'ai reçu une lettre, enfin d'ailleurs on ne recevait pas de lettre, mais symboliquement j'ai reçu une lettre de non-recevoir.
Et ils m'ont renvoyé, non pas à mes chères études, au contraire, ils m'ont suggéré de grandir et de me départir, voilà, de la citation incessante. Alors, il y a des domaines, il y a des interviews dans lesquelles il faut savoir citer, peu le font avec brio, on peut citer Lucchini ou d'autres, mais vraiment, la référence aux études dans la discussion professionnelle et dans la discussion des idées est un habitus d'improductif, de pleutre. Alors, vous voulez vous y adonner, c'est votre problème, mais reprocher aux autres de ne pas le faire n'est vraiment pas à votre honneur. Donc, en résumé, arrêtez de me casser les couilles avec les sources. Les sources, je les ai lues, comprises, digérées, j'en cite de temps en temps, mais alors, l'argument de contre-autorité, j'ai pas ta source, je ne t'écoute pas, c'est vraiment le psittacisme du puceau ou le réflexe pavlovien du RSiste, quoi. Voilà. Bon, bref, je sais que ça va piquer dans les chaumières, mais comme on dit de temps en temps, il fallait que ça sorte. Voilà. Imbécile! Vous jouez avec les gens! Donc c'est sorti. Si cette vidéo vous parle, parlez-moi. Si cette vidéo vous plaît, dites-le. Si cette vidéo vous plaît, il est également possible qu'elle plaise à certains de vos amis, envoyez-la leur. Et si vous aviez des sujets d'anecdotes à me suggérer, ou à me suggérer, comme on dit dans certaines régions, l'espace commentaire est fait pour ça. À bientôt. Donc, quand vous êtes face à un problème important, en général, il y a un certain nombre d'étapes, que ce soit un problème dans sa vie personnelle, un problème dans sa vie professionnelle, etc. On passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui.